Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints et merci d'être présents aujourd'hui. Merci aussi Émeric d'avoir accepté d'animer ce webinaire Avec grand plaisir. et de tout ce que vous mettez en place en ce moment chez Enactus pour remettre l'humain au cœur des relations. Voilà. Pour commencer avec un petit avant-propos, la session est enregistrée puisqu'on va la rediffuser sur la page YouTube du Move pour que les personnes qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui aient accès au webinaire. On se donne un timing d'1 heure, c'est-à-dire que vers 18 h, on déconnecte. On vous propose aussi de garder votre caméra active parce que ça permet de se voir, c'est plus sympa, ça permet de garder le lien. On vous propose aussi de couper votre micro quand vous ne parlez pas, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité en fait, ça évite d'avoir des interférences quand il y a une porte qui claque ou un enfant qui crie des fois. On vous propose aussi d'utiliser le module converser que vous voyez en bas de votre écran pour poser vos questions. Et puis au moment des temps de questions-réponses, comme ça on pourra reprendre un peu ça. Voilà. Et puis pour mettre aussi tous vos commentaires quand vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas, c'est fait pour. Donc voilà une autre... oups, j'ai ouvert une fenêtre. Autre chose, on vous propose aussi de rester concentré sur ce webinaire. Donc on se donne 1 heure aussi pour ça. Donc peut-être de couper les mails, de couper les Slack ou de mettre un peu loin les téléphones. Ce que j'ai fait en tout cas de mon côté, parce que sinon ça fait des bip dans tous les sens. Et puis on vous enverra les slides après le webinaire. Donc voilà pour cet avant-propos. Pour parler un tout petit mot sur le Move. Donc, le mouvement des entrepreneurs sociaux, c'est un réseau qui rassemble à peu près 1000 entrepreneurs qui ont un impact sociétal et environnemental. Donc 1000, c'est le chiffre au niveau national. On est présent dans toutes les régions aussi. Voilà, et donc habituellement, nos activités, c'est plutôt de l'événementiel, mais au vu de la situation, on s'est adapté assez vite pour proposer des formats en visio. Et donc, dès la rentrée, donc plutôt septembre, vous pourrez retrouver tous les événements qu'on est en train de préparer directement sur les pages régionales, donc sur le site move.org. Et vous pourrez aussi en savoir plus sur les Learning Expeditions qu'on va pouvoir lancer. Et donc, pour répondre aux besoins des entrepreneurs sociaux, on a lancé il y a un peu plus d'1 mois, au tout début du confinement, ce qu'on a appelé la Help Room. Donc, vous pouvez trouver cette page sur notre site internet. Donc, la Help Room, c'est à la fois une boîte à outils avec plein de bonnes pratiques pour le télétravail, des documents un peu officiels, plein de choses pour vous outiller. C'est une hotline avec des experts qui sont partants pour vous donner 1 demi-heure et répondre à vos questions. Donc, on a des experts, des avocats qui sont spécialisés sur les questions de l'ESS. On retrouve des experts en communication, en vente, plein de personnes qui se rendent disponibles de manière pro bono pour vous. On a aussi lancé notre programme Adopte un entrepreneur, qui est du mentorat entre un entrepreneur débutant et un entrepreneur un peu plus expérimenté, pour partager aussi pendant le confinement et peut-être même après, se donner des bonnes pratiques, pouvoir échanger avec un pair qui puisse faire des retours d'expérience. Et on a lancé aussi les webinaires, donc comme celui d'aujourd'hui. Donc on en a entre 4 et 6 par semaine qui sont sur plein de thématiques différentes, autour des questions de la trésorerie, autour du management comme aujourd'hui, ou encore de la communication ou plein d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur cette page. Et pour compléter tout ça, on a aussi lancé une adhésion solidaire parce que le Move, c'est une association qui fonctionne surtout grâce à ses adhérents. Donc, si vous avez envie de rejoindre une communauté d'entrepreneurs à impact, voilà, vous avez l'adhésion solidaire pour ça. Et donc, voilà, c'était tout pour la présentation rapide du Move et de nos actions. Hop, et je vais te laisser la main sur le partage, Émeric. Ça marche. Merci beaucoup, Marine. Je suis ravi d'être avec vous pour échanger, partager avec vous un peu les pratiques qu'on a mis en place sur l'animation de l'équipe à distance. Et j'ai prévu un petit support visuel, donc je vais vous partager également mon écran. Hop.
Je pense que vous le voyez. Et vous m'entendez bien? Super. Alors, vous êtes nombreuses. J'ai l'impression que c'est très féminin quand je regarde les prénoms. Donc, nombreuses et nombreux. Éventuellement, s'il y en a qui sont en caméra coupée, si c'est possible de les ouvrir. C'est assez déstabilisant déjà de faire un webinar à distance et de ne pas pouvoir interagir directement. Mais du coup, si jamais vous avez la possibilité d'ouvrir la caméra, c'est du coup plus sympa pour moi. Voilà. Merci. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, c'est OK aussi. Ce qu'on va, donc on a un peu de temps ensemble pour échanger. Du coup, moi, je suis Aymeric Marmorin, je suis directeur général d'Enactus France depuis maintenant une dizaine d'années. Je vous dirai 2 mots sur Enactus et l'équipe pour que vous puissiez un peu dimensionner aussi ce que je vais vous raconter. Et je suis également membre du bureau du mouvement des entrepreneurs sociaux. J'ai la chance d'être également administrateur de Pro Bono Lab et d'être dans le comité d'engagement d'Investir et Plus. Donc, je connais bien ce secteur de l'entrepreneuriat social et de l'accompagnement des organisations. Ce qu'on va voir ensemble, du coup, quelques questions. La première, c'est de vous dire, c'est un peu le sujet du moment, hein, ça a été le chômage partiel, et de vous dire comment est-ce qu'on l'a mis en place au sein d'Enactus de manière participative. Donc, ça va être l'occasion d'un retour d'expérience assez rapide. Deuxième élément qui est de vous partager un peu les outils qu'on utilise au quotidien pour communiquer à distance, que ce soit par écrit ou justement en visuel. Je vous partagerai aussi quelques pratiques sur comment suivre, donc là sur les notions un peu de management, c'est-à-dire comment suivre les membres de l'équipe à distance, quels sont un peu les process qu'on a mis en place, et je vous ferai un retour aussi sur un projet un peu stratégique qu'on avait prévu de faire en présentiel et qui finalement a basculé du coup en digital, et donc je vous partagerai comment on s'est réorganisé. Voilà, ça peut peut-être vous donner quelques idées. Et puis, le dernier parti qui est important, c'est sur l'esprit d'équipe. Et oui, parce qu'une équipe vit aussi par son esprit, par sa dynamique, par son énergie. Et quand on est chacun chez soi, ce n'est pas toujours évident. Et donc, je vous partagerai quelques initiatives qui ont été mises en place par des membres de l'équipe directement pour faire vivre cet esprit d'équipe. L'idée, c'est que je vais vous partager des choses, mais les retours, les questions, les commentaires et vos partages à vous aussi en termes de pratique, voire même en termes d'échecs, parce que vous avez peut-être testé des trucs qui n'ont pas marché, et c'est OK, et je trouve que c'est même chouette à partager. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à le faire dans le Slack. Et puis, si moi j'ai fait une envolée lyrique et que j'ai du mal à m'arrêter, Marine, surtout interromps-moi pour me dire qu'il y a des questions ou des réactions à faire. J'ai un œil sur le chat, mais c'est possible que je me laisse embarquer aussi. Donc voilà, surtout, n'hésite pas à m'interrompre. Donc, avant ça, pour démarrer et se mettre en jambes, certains connaissent un peu les icebreakers. Je les traduis en brisons l'écran, c'est un brise-glace. C'était une manière de commencer à interagir ensemble avant de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, ceux qui sont en caméra, je vais annoncer je vais faire des questions, vous allez pouvoir lever la main. Et si justement vous ne pouvez pas le faire à la caméra, alors soit vous le faites tout seul derrière votre écran, ça marche aussi, ou vous pouvez répondre directement dans le chat, qui est aussi une manière de s'approprier cet outil-là. Alors déjà, un petit tour d'horizon sur le confinement. J'étais curieux de savoir qui est confiné tout seul. Et donc, vous pouvez juste lever la main ou mettre moi dans le chat, voilà, pour avoir une petite idée. Qui est confiné à 2 personnes? On a, ouais. À 3 personnes. 3. Alors, et du coup, moi, c'est vrai que le moi arrive dans le chat éventuellement. Ouais, moi à 3. Si vous mettez dans le chat avec le nombre de personnes, c'est cool. Qui est confiné à 4 personnes? 4, 5. On a plus 5 et plus. Est-ce qu'il y en a du coup en famille nombreuse ou avec les voisins ou les amis? OK. Qui du coup, lors de ce confinement, a augmenté sa consommation d'alcool? À quelques-uns, ouais. Qui est resté stable? OK, c'est bien. Et qui a diminué du coup, voire complètement arrêté?
ce qui est très bien aussi. Qui a fait son stock de papier toilette quand l'annonce du confinement a été faite et qui a vidé les rayons? Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Qui est adhérent du Move? Ok, on a quelques-uns, pas tous, et du coup, ça peut être l'occasion de l'être. Alors du coup, on va rentrer dans le sujet, qui a dû mettre en place ou a mis en place dans son organisation le chômage partiel? Ok. Donc, 1, 2, 3. OK. Ensuite, qui anime en direct une équipe de 5 personnes ou moins de 5 personnes? OK. OK. Qui anime une équipe en direct de 5 à 10 personnes? OK. De 10 à 20 personnes? Est-ce qu'on a de 20 à 40 personnes? OK. Est-ce qu'il y en a qui animent des équipes de plus de 40 personnes en direct? Ce qui est sacrément costaud. OK. Donc, on est plutôt sur une moyenne de moins d'une dizaine de personnes, j'ai l'impression, et que ça varie entre quelques personnes jusqu'à 10. Très bien. Et donc, ce que je vais partager va rentrer dans cette dynamique-là. Qui prend du plaisir à animer ces équipes dans ce contexte et à distance? Ouais, on a. OK. Ouais, il y a oui, moyen. Pour qui c'est une vraie galère d'animer à distance voilà, ces équipes et OK. Et puis, il y en a qui n'ont pas répondu, hein. Je vous ai vu. C'est OK aussi. Mais c'est vrai que c'est pas évident, voilà, c'est pas évident. Et puis en plus, le contexte du confinement, moi, du coup, j'anime mes équipes et j'ai aussi deux filles à la maison de 3 et 9 ans. Et donc, c'est assez sportif aussi d'avoir les enfants à la maison dans cette dynamique de télétravail. Et qui aurait, et ça permet d'anticiper sur la suite, des trucs et astuces, des choses que vous avez pu faire dans l'animation de vos équipes qui, du coup, ont bien marché et qui auraient envie de partager, pas tout de suite, hein, mais au cours de la discussion. Ok, il y a Annelise, j'ai vu. Ok. Et voilà, s'il y a des choses qui vous viennent, vous pourrez le faire. Et qui, du coup, a des échecs à partager, hein, qui a testé un truc et ça a été un bide ou ça n'a pas marché, hein? Non? Ok. Pareil, si ça vient, du coup, ça sera le bienvenu. Euh, alors, et dernière question, qui connaît Enactus? Ouais, Colline, Hélène. Ok. Je vais commencer par là. Je vais démarrer très rapidement pour vous présenter qui est du coup cette organisation que j'ai le plaisir de diriger. Donc, on est alors historiquement, on est une association. Alors, hop, je reviens un peu en arrière. Et puis, on a créé également une société commerciale, mais pour porter une activité de formation. Mais notre cœur de métier, nous, c'est vraiment l'éducation. On travaille historiquement avec des jeunes, avec des lycéens, avec des étudiants, et puis avec un certain nombre de professionnels pour développer l'esprit d'entreprendre, l'esprit d'initiative et le sens de l'engagement. Et en tant qu'acteur de l'éducation, on utilise nous, la pédagogie du projet, hein, la pédagogie expérientielle. Et donc, c'est par l'expérience et en amenant nos publics à monter des projets d'entrepreneuriat social, d'entrepreneuriat à impact, que justement on vise le développement des compétences, que ce soit des compétences de leadership, de travail d'équipe, de gestion de projet, mais aussi développer un état d'esprit qui soit innovant, agile et entreprenant. On a, je dirais, 3 grands pôles d'activité. Un pôle d'activité pour les lycéens. Et là, on va intervenir avec les enseignants dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels en quartier prioritaire de la ville, mais pas seulement. Et là, l'idée, c'est en une douzaine d'ateliers, amener des lycéens en équipe de 4-5 à aller monter un projet autour d'une cause sociale ou environnementale qui le motive, qui peut être le décrochage scolaire de copains qu'ils ont rencontrés, qui peut être la lutte contre les addictions, qui peut être le harcèlement à l'école, qui peut être le gaspillage alimentaire à la cantine. Et c'est vraiment de s'approprier des sujets sociaux, environnementaux et d'aller monter un projet pour y répondre. On a cette activité-là également avec les étudiants, où là, c'est un programme de 10 mois d'accompagnement, où on s'adresse plutôt à des jeunes de
18 à 25 ans, souvent volontaires, et de la même manière qu'ils vont aller lancer un projet d'entrepreneuriat social, voire créer leur entreprise sociale. Et puis, la dernière partie est un organisme de formation où là, finalement, on forme et on outille d'autres organisations sur nos métiers, que sont la formation de formateurs, la formation à l'accompagnement de porteurs de projets, mais aussi tout ce qui est formation à l'intelligence collective, à l'innovation de projets ou encore au leadership et à la coopération. Voilà un aperçu très rapide de nos activités. Pour vous donner une petite aussi envergure en termes de taille, on est une équipe d'une trentaine de personnes. On est répartis sur 4 sites, à Paris, à Lille, à Lyon et à Nancy. Sur chacun de ces sites-là, les équipes varient entre une personne, à Nancy, qui est la dernière antenne qu'on a ouverte, et donc on a une directrice régionale qui est seule pour le moment, jusqu'à une quinzaine de personnes, qui est le cas du site à Paris. Et donc, quelque part, on avait en effet dans notre pratique déjà l'animation de l'équipe à distance, et finalement qu'on a accentué et qu'on a dû renforcer avec le contexte actuel. Maintenant que je vous ai présenté un peu l'activité de manière assez rapide et les éléments en termes d'équipe, donc face à la situation qu'on a vécue tous, on a une grosse partie de notre activité qui est une activité d'événementiel, en fait, de formation en présentiel. Et donc, on a plein d'événements qui ont été annulés. Notre programme lycéen, on intervenait dans les lycées étant fermés, un peu compliqué. L'accompagnement des étudiants, les universités étant fermées, un peu compliqué. On avait des événements, des ateliers qu'on devait organiser. Et de la même manière, pour la partie formation, on a un certain nombre d'activités qui ont été arrêtées. Donc, l'équipe, assez rapidement, on a dû se réorganiser et s'est posé la question du chômage partiel. Donc, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on va mettre ça en place ? Moi, la première chose que j'ai faite, et on a eu la chance de pouvoir le faire, c'est qu'on avait suffisamment de trésorerie et de garanties financières à moyen terme qui m'a permis de prendre une première décision qui a été le choix du maintien de salaire dans le cadre du chômage partiel. Et donc ça, mon intention était de faire passer 2 messages. Le premier, ça a été de se dire, voilà, on vit une situation difficile. Et donc du coup, comme on a la capacité pour le faire, on garantit à l'ensemble des salariés que même s'il y a du chômage partiel, ça n'impactera pas votre revenu à la fin du mois. Donc ça, c'était la première chose. Ça m'a permis aussi, dans un deuxième temps, de faire un élément intéressant, mais qui est possible, en tout cas dans notre organisation, pas toujours dans toutes, mais ça a été de faire une autodéclaration de chacun du niveau d'activité. Et ce que je n'ai pas souhaité, c'était que du coup, les managers disent aux membres de l'équipe en disant, voilà, maintenant tu vas être à 80% ou à 70% ou à 50%, mais ça a été à ce que chacun, dans son âme et conscience, puisse définir son niveau d'activité par rapport à son quotidien. Et comme il y avait un maintien de salaire, ça, du coup, ça pousse d'autant plus à l'honnêteté qu'il n'y a pas de différence pour eux à la fin du mois. Et donc, il y a eu une proposition en amont. Donc, j'ai lancé ça à peu près une semaine après l'annonce du confinement et que les choses étaient possibles de faire dans ce sens-là. Et donc, chaque membre de l'équipe a déclaré son niveau d'activité, a validé ça avec son manager. Et donc, c'était important que ça soit aussi une discussion avec les managers. Et puis, avec une réactualisation en fait tous les 15 jours. Et donc, de manière rétroactive aussi, parce qu'en fait, on peut finalement, on va dire, anticiper une baisse d'activité et puis la réalité fait qu'on n'a pas du tout baissé, voire l'inverse, en disant l'activité continue et finalement elle baisse. Donc, il y a une réactualisation tous les 15 jours par les membres de l'équipe en fonction de leur niveau d'activité. Donc ça, c'est la manière dont nous, on a mis en place le chômage partiel. Le résultat des courses, c'est que pour préparer, j'ai fait un peu des statistiques sur le niveau d'activité. Et donc, elle est maintenue à 77%, et ce qui, de fait, permet de limiter quand même et de faire en sorte que tout le monde maintienne. Il y a une bonne partie de l'équipe qui est restée à 100%. Et puis après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait deux types de personnes dans l'équipe qui ont été impactées. Les premières, c'était les parents qui avaient des enfants en bas âge. Et donc, il y avait
une question de niveau d'activité, mais il y avait aussi une question d'organisation familiale qui était compliquée de maintenir du coup en l'état. Et la deuxième, c'est typiquement sur notre programme lycéen, où pour le coup les lycées étant fermés, ça a été difficile de réorganiser, même si elles ont lancé des nouvelles choses à distance, mais elles ont été clairement impactées très quotidiennement dans l'activité. Donc ça, c'était pour la partie voilà, mise en place du chômage partiel, finalement de manière un peu participative. Voilà. Je m'arrête là, je vois s'il y a des questions. J'ai un œil rivé sur la conversation du groupe, ou des réactions, voilà, ou un partage d'expérience aussi, si de la manière dont vous avez pu voilà, le mettre en place. Ok. Je vais poursuivre. Et puis, s'il y a des choses, voilà, s'il y a des choses qui viennent, n'hésitez pas à interagir. Deuxième élément qui était sur les outils pour communiquer à distance. Donc, on a quatre catégories d'outils que je vais vous présenter. Alors, peut-être le premier que je n'ai pas mis là, mais qui est, on fonctionne nous sur un Drive, donc sur un Google Drive. Ce qui nous permet, mais qu'Office 360 offre aussi, mais qu'en fait, c'est avec tous nos documents, on est en capacité à travailler à plusieurs dessus. Et ce qui est vraiment pratique dans des temps d'échange ou du travail collaboratif, c'est qu'en fait, on peut avoir le même document et être à plusieurs dessus. En termes d'outils de communication, du coup, un premier qu'on a mis en place, qu'on avait déjà en place, mais qui comment dire, fonctionne d'autant plus en ce moment, qui est une Slack. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de messagerie instantanée. C'est-à-dire donc c'est voilà, un site internet dans lequel il y a différents canaux de communication qu'on crée et sur lequel on peut choisir qui vont être dans ces canaux-là. On peut avoir des échanges en direct, donc à 2 personnes ou jusqu'à 30 personnes. L'avantage de ça, c'est que ça a désengorgé nos boîtes mail et on n'a plus d'échanges mail, entre guillemets, de discussion mail où vous savez, vous êtes en copie des mails et puis à un moment donné, vous n'êtes plus concerné, sauf que ça vient polluer votre boîte mail. L'avantage de Slack, c'est que ça a permis de diminuer considérablement cette partie-là. Ça permet aussi de l'échange individuel par équipe projet et on a aussi voilà, des équipes transverses par les projets qu'on mène. Et puis, on a des canaux aussi de communication où il y a l'ensemble de l'équipe qui sont présents. Et sinon, je vous ferai un petit tour sur notre Slack que vous pourrez voir par la suite. Donc ça, c'est un outil de messagerie instantanée qui est voilà, vraiment pratique sur la partie professionnelle. On a un deuxième outil, et ça, c'est vraiment à la libre appréciation de chacun, du coup, qui est le WhatsApp. Et ça, pareil, on avait ça avant. C'est pas moi qui l'ai créé. Ce qui est important, c'est que c'est pas moi en tant que dirigeant qui a amené ça, c'est l'équipe qui a créé ce Slack-là. Et donc ça, c'est plutôt pour les échanges informels. Et ça permet en effet d'avoir une communication directe sur le téléphone. Alors du coup, là, c'est plus le partage des kiffs, des photos, voilà, des choses qui sont beaucoup plus dans la communication informelle. Et ce que moi, une fois que ça a été mis en place, ce que j'ai vraiment porté comme message, c'est de dire que ce n'était pas quelque chose d'obligatoire et qu'il y avait le droit de refuser d'y être. Et il y avait le droit aussi de dire, voilà, mon espace privé, il est privé. Donc, je pense que voilà, quand on a un outil comme ça qui est sur son téléphone personnel ou professionnel, il faut que ça reste une démarche volontaire. Mais on a, nous, beaucoup on va dire de jeunes dans l'équipe, génération X, et qui sont assez férus de ça et qui aiment beaucoup ça. Et donc, voilà, ça a été aussi un outil qui est apprécié plus pour la partie plutôt informelle. Autre élément dans la gestion de projet, qui est nous, en fait, un outil qui s'appelle Asana. Et donc, c'est l'équivalent de Trello, si certains connaissent. C'est un outil de gestion de projet qui permet, en fait, dans des projets collaboratifs où il y a voilà, plusieurs personnes qui sont concernées, de pouvoir définir exactement qui fait quoi et à quel moment, quelles sont les deadlines. Et donc, ça nous permet vraiment de structurer nos projets, de partager les rôles, de clarifier les deadlines, les délais à respecter et de pouvoir suivre finalement tous les projets qu'on porte. Et ça, c'est un outil qu'on utilise à chaque fois qu'on est en équipe ou en suivi individuel et que dès qu'il y a une responsabilité ou un projet engagé,
Du coup, ça se transforme en une tâche sur Asana et sur un projet associé. C'est très pratique pour gérer ces to-do list. Moi, je gère mes to-do list sur cet outil-là qui me permet de l'avoir à la fois sur mon ordinateur et mon téléphone. Et donc, du coup, je n'ai plus de post-it ou de carnet où j'ai toutes mes notes et qui sont parfois un peu en vrac, ce que j'avais avant. Là, du coup, ça me permet vraiment de hiérarchiser, d'organiser et de mettre des délais sur la gestion de mes tâches. Point suivant qui va être sur les parties de visioconférence. Et donc, du coup, là, je vais vous partager deux types d'outils de visioconférence que nous avons. Il y a les visioconférences qui sont des outils gratuits à moins de 4 personnes. Parce qu'ils sont gratuits, c'est Whereby et Jitsi. L'intérêt, c'est qu'ils sont gratuits. Donc, du coup, pour moins de 4 personnes, ça fonctionne. Ils sont moins stables que des outils comme Zoom. Et donc, en effet, ça fonctionne bien pour des petites équipes. Par contre, pour tout ce qui va être des temps d'équipe à distance où on est supérieur à on est 5 ou plus, du coup, on utilise plutôt la visioconférence et on a utilisé Zoom. Voilà, malgré les insécurités apparentes du système, mais ils ont pas mal corrigé les choses. Et donc, on utilise Zoom pour tout ce qui est visioconférence au-dessus de 5 personnes. L'avantage d'utiliser les outils gratuits pour moins de 4 personnes, ça évite de désengorger et ça permet d'avoir un seul compte pour l'équipe. Parce qu'il y a plein de visioconférences en même temps, souvent dans l'équipe, mais elles dépassent rarement 5 personnes. Donc, le fait d'avoir plusieurs systèmes, ça permet d'éviter de payer plusieurs licences. C'était un choix économique dans ce choix-là. Donc, voilà, ça marche très bien. Voilà. Donc ça, c'est pour les outils de communication quotidiens à distance. Et après, je vous montrerai comment on les utilise, et notamment dans le management, voilà, à quel moment on le fait. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Est-ce qu'il y a même du partage de d'autres outils, parce que c'est loin d'être exhaustif. Vous utilisez peut-être vous aussi l'équivalent ou des alternatives? Il y a Manon qui posait une question sur ta première slide. Est-ce qu'il y a sur la grille d'autodéclaration que vous avez pu mettre en place et si tu as une méthode à conseiller pour créer cette grille? Eh ben, écoutez, je peux aller vous la chercher. Je peux vous montrer comment elle est. Tac, tac, tac. Alors, voilà mon Asana. Donc là, c'est bon exemple. En fait, je l'ai fait assez simple. Certainement, il y avait d'autres manières de le faire. Alors, tu m'as dit que tout ça était visible sur YouTube. Ouais. Il n'y a pas de C'est secret. enregistré. Pour l'instant, on ne voit que ton PowerPoint, ce que tu as dû partager. Ah, ok. Alors, du coup, je vais vous partager. Alors, hop, je vais faire arrêter. Ok, je vais revenir sur. Donc, la grille, elle est finalement elle est assez simple. Vous la voyez ici. Et donc, voilà, il y a les différentes personnes, le statut entre les salariés, les volontaires, des stagiaires, des apprentis. Et puis après, ça a été par semaine, en fait, une déclaration de niveau d'activité, de niveau de chômage partiel. Donc, voilà, je dirais assez simple. Et puis après, ce que j'ai rajouté, c'est les éléments sous le forfait de transport mensuel, puisque du coup, aussi pour, voilà, s'il y en a qui avaient des forfaits mensuels, du coup, on continue à prendre en charge, mais s'il n'y a pas eu de dépenses de transport, du coup, c'est quand même une économie à faire pour l'association. Ça répond à la question de Manon? Cool. Je l'ai faite assez rapidement. Je pense on pouvait la faire peut-être dans des règles de l'art un peu plus poussées, mais c'était suffisant. Ça a été suffisant pour le moment. Et puis après, la déclaration se fait par le service de paye qui la reprend et qui fait, qui fait les déclarations bonnes et due forme qui vont derrière. Alors, est-ce qu'on est revenu sur mon PowerPoint? Ouais. Et j'ai perdu de vue le chat. Donc, Marine, n'hésite pas du coup, à partager s'il y a des commentaires qui sortent ou s'il y a des questions qui arrivent. Je ne sais pas où est parti le… Ah si, ça va être là. Hop. Ok, j'ai retrouvé la conversation. Alors, qu'est-ce que je voulais vous partager après ça? Alors, donc, ça a été comment assurer la continuité des projets.
Donc, il y avait deux niveaux de projet. Il y avait tous les projets externes et donc, en effet, toute la partie événementielle et accompagnement à la bascule en distanciel. Donc, on a fait très bien ce que fait le Move là en ce moment, c'est qu'on a organisé les ateliers, on les a organisés en webinar. Les formations, on a créé du coup des outils pour que tout ce qui pouvait être fait en autonomie soit fait en autonomie, et tout ce qui était fait en collectif soit fait en collectif via des webinars. Donc, on a réorganisé tout ça et on doit, de la même manière que le Move, organiser des webinars quasiment tous les jours en fonction de nos différents publics. Donc, ça, c'était tout ce qui était activité externe. Ensuite, il y avait des sujets internes qu'on avait et sur lesquels s'est posé la question de qu'est-ce qu'on en fait. Et je vous prends l'exemple on avait un séminaire les 30 et 31 mars où on réunissait en fait toute l'équipe sur un sujet qui était la réflexion sur un de nos programmes d'accompagnement où on avait des enjeux de réajustement, de préparer l'année prochaine et de réinventer ou de recréer des nouvelles choses pour l'année prochaine. Et comme c'était un chantier qui réunit à peu près une quinzaine de personnes, on organisait un séminaire de 2 jours et on faisait venir tout le monde à Paris pour vivre ça et lancer ce chantier-là. Bien entendu, on n'a pas pu le faire et donc il a fallu se poser la question de comment est-ce qu'on fait ça à distance, sachant qu'on ne pouvait pas transformer 2 jours de présentiel en 2 jours de webinar ou de visioconférence parce que ça aurait été certainement pas productif, fatigant et puis même avec la gestion des familles à la maison, ce n'était pas possible. Donc, il a fallu le découper. Et donc, ce qu'on a fait, ce qu'on fait présentement, il n'en est pas encore sorti, mais je vais vous montrer comment on a un peu réorganisé les choses. Ça a été du coup dans un premier temps, hop, il apparaît là. Donc, dans un premier temps, on a gardé le premier jour et on a fait en fait 1h30. Donc, il y a un petit groupe qui s'est constitué en amont pour redéfinir bien les objectifs et finalement reséquencer. Le parti pris était de se dire que en visioconférence, on peut faire des temps qui sont d'1h30, maximum 2 heures, mais qu'au-delà de 2 heures, en fait, dans un temps de travail à distance, c'est trop compliqué, trop contraignant et donc pas suffisamment productif. Donc, on s'est dit, il va falloir qu'on découpe finalement nos 2 jours en plusieurs sessions d'1h30 et à 2 heures maximum. Donc, on a démarré par un premier groupe de travail en 1h30 où on a redéfini nos objectifs, c'est-à-dire quels sont les objectifs du chantier, quels sont les livrables à la fin. Et puis, on a eu un petit temps d'inspiration aussi à ce moment-là pour se donner l'énergie et la hauteur suffisante pour ce chantier de travail qui était vraiment la refonte d'un de nos programmes d'accompagnement. Ensuite, et donc on a pu faire ça dès la semaine du 15. On a anticipé la semaine du 15, la refonte finalement de ce séminaire qui démarrait le 30 mars. Et on l'a séquencé de cette manière-là, où donc jour 1, on ouvre. Jour 2, comme tout le monde avait bloqué ses agendas, c'était assez facile de diminuer la journée finalement en 2 heures. Et là, on a réparti en groupes de travail, où on a eu 3 groupes de travail qui chacun ont exploré 6 scénarios. Alors, ça ne va pas beaucoup vous parler, je vous parle parce que c'est très propre à notre activité, mais on a fait on a fait un processus. Donc, c'est un travail de refonte d'un programme et quand on recrée quelque chose, il y a des phases de divergence, c'est-à-dire qu'on explore les possibilités et des phases de convergence où on fait le tri et on décide des next steps à suivre. Et donc là, on a fait en jour 1 finalement un scénario de divergence et plutôt que de le faire tous ensemble, on s'est divisé en groupes de 3, donc 3 groupes de 5 personnes qui chacun ont exploré 2 scénarios, ce qui fait qu'on a 6 scénarios qui ont été explorés à ce moment-là. On s'est retrouvés. Oui. Excuse-moi, je me permets parce que tu as une question pile poil en lien avec ça. Camille demande qui a décidé des 6 scénarios. Alors, ce qu'on s'est dit, en fait, on s'est mis d'accord sur finalement le livrable. Donc, le travail qui a été fait en amont, on s'est dit, il faut que les scénarios soient explorés à peu près de la même manière. Donc, en gros, on a créé un template, un cahier des charges des différents sujets à explorer par scénario. Et on a laissé libre cours de ne pas décider des scénarios, des 6 scénarios. Justement pour voir si finalement on explorait les mêmes, c'est qu'il y avait quand même quelque chose. Donc, on a fait le choix de ne pas définir les 6 scénarios en amont et on a laissé les groupes le faire. Et ça a été un choix qu'on a assumé en avance pour voir ce que ça allait donner. Mais on aurait pu faire ce choix-là par le petit groupe de travail de définir quels étaient les scénarios explorés. Donc ça a été un choix d'animation. Et pardon pour ceux pour qui ça
voilà, ça ne parle pas forcément. Ce qui est intéressant là, finalement, c'est le process. Donc, on est en groupe de travail, on explore des choses. Ensuite, on avait refixé. Donc en J+3, 2 heures pardon, on a reconvergé ensemble. On a défini parmi les 6 les 2 scénarios qui nous paraissaient les plus réalisables. Et ensuite, on avait fixé 6 jours après, les deux groupes de travail se sont réorganisés, ont exploré chacun un des scénarios. Ensuite, on s'est retrouvés à nouveau ensemble. On a affiné ces scénarios-là, et puis en J+, hop, tac. Et en J+17, on s'est retrouvés tous ensemble, on a décidé ce qu'on allait faire et on a défini les next steps. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est comment est-ce que finalement, de 2 jours, on a découpé et on a séquencé ça en plusieurs temps finalement d'1h30 à 2 heures, parfois en collectif et parfois en groupe de travail. Et pour être très honnête, on a réussi à fixer les 3 premières étapes en amont dans les agendas. Et puis les étapes 4, 5, 6 et celles qui continuent, parce qu'il y a encore un certain nombre, sont faites et refaites au fil de l'eau. On n'a pas réussi à planifier les 6 étapes parce que finalement, on avance en marchant et on invente un peu notre processus au fur et à mesure. Voilà. C'est peut-être très spécifique à notre activité, hein, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ce process-là qu'on a pu aborder. Et donc, finalement, c'est de se dire aussi que cette opportunité-là, que le contexte actuel, on peut poursuivre les différents chantiers importants, stratégiques de nos organisations et finalement réorganiser ça en petits groupes de travail, grands groupes de travail, etc. Quelle est la taille des groupes? Alors, du coup, on était une quinzaine au démarrage. Sur les groupes de travail, ça va de 5 à 6 personnes. Ce qui a été intéressant, c'est que sur le dernier, au moment de la restitution, on a refait le point sur qui était important de garder dans le groupe de travail. Parce qu'au démarrage, il y a des personnes qui se sont mises dans les groupes de travail par intérêt, en disant moi, ça m'intéresse pour raccrocher. Sauf que là, en fait, on est arrivé à un niveau de détail qui fait qu'il faut que ce soit les gens du métier qui soient vraiment dans ces groupes de travail. Parce que là, on rentre dans de la production. Et donc, il y en a certains, j'ai 2 personnes en tête qui se sont dit c'est mieux pour moi de sortir des groupes et plutôt de retourner tout à la fin pour savoir le résultat. Mais donc, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné du process, on s'est re-questionné sur qui était important de mobiliser et à quel moment de mobiliser. Et les personnes qui étaient là au démarrage, ce n'est pas forcément celles qui doivent rester tout au long du process. Sur la question de l'animation le jour 1, est-ce que c'est toi qui as animé? Est-ce que c'est les équipes? Alors, du coup, sur la présentation des objectifs des livrables, ça a été ma directrice des opérations, donc celle qui porte les opérations. Après, sur l'animation des groupes, j'ai pris un peu plus le lead. De fait, je les ai un peu plus menés parce qu'en fait, on a beaucoup, on a animé ça un peu en marchant et on n'avait pas une méthodologie d'intelligence collective et un protocole bien défini parce qu'on a fait ça au fur et à mesure. Et peut-être parce que j'ai un peu plus de bouteilles, du coup, j'étais un peu plus en lead sur l'animation. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut penser un peu quand même organiser ces temps-là et d'avoir un objectif assez clair et un déroulé assez clair, même si ça dure 1h30. Il faut vraiment penser à garder du temps pour connecter son groupe, ouvrir un brise-glace qui est intéressant à mettre, du temps de travail, du temps de partage, et il faut toujours garder au moins 10 minutes pour parler des next steps, minimum 10 minutes, voire 15, ne serait-ce que pour définir les prochaines étapes si elles n'ont pas été définies bien en amont. Donc, c'est important d'avoir un ordre du jour et de séquencer les temps. Je vais du coup poursuivre pour rester un peu dans les délais. Donc là, c'était un exemple d'une continuité sur une réorganisation interne sur un projet un peu stratégique qu'on porte. Un autre élément que je voulais partager avec vous, c'est finalement dans le suivi des équipes. Et donc, comment suivre ces équipes à distance où on avait l'habitude de travailler au quotidien ensemble. Et finalement, là, le quotidien n'est pas. Et tous les échanges informels autour de la machine à café ou les prises de décision qui étaient prises, elles sont un peu différentes. Donc, ce que nous, on a gardé, c'est que suivant les personnes de mon équipe, suivant mes managers, j'ai des points soit hebdomadaires, soit par quinzaine.
tous les points sont fixés à l'avance. Et donc, on a de la visibilité, j'ai de la visibilité sur les 3 prochains mois de quand les points sont justement fixés. Comme ça, ils sont sacralisés dans les agendas. La manière donc avec qui moi je les anime avec du coup mes managers. L'objectif de ces points-là, c'est limiter la sollicitation quotidienne. Donc, on va aborder vraiment les sujets importants, les prises de décision importantes. Et puis, tous ces sujets-là, c'est pour éviter qu'en tant que manager, on reçoive au fil de l'eau les questions, les problématiques, des prises de décision. Et donc, ça permet de reporter tout ça sur un temps qui est vraiment dédié pour ça. Ça permet de suivre de l'activité. Ça permet, et moi, ma posture, c'est d'être en soutien et en conseil. Donc, parfois, j'ai des décisions à prendre, mais mon objectif, c'est que ce soit mes managers qui prennent eux-mêmes les décisions. Donc, je vais avoir une posture plutôt d'accompagnement à leur prise de décision à eux ou de conseil, et parfois d'acter un certain nombre de choses quand c'est important. C'est le moment de prendre des décisions et de les valider, et surtout d'archiver les prises de décision. Et donc, vous verrez qu'on utilise un document collaboratif pour pouvoir suivre tout ce qui se dit et les décisions qui sont prises. Ça dure 1 heure à 1h30. Maximum. Et la méthode, donc c'est fait par visio et c'est quand même plus sympa de pouvoir se voir. Il y a un template. Alors là, je vous ai mis un exemple de template qui est propre à notre activité, mais c'est-à-dire que c'est un document collaboratif que parfois toute l'équipe a accès, ou on limite l'accès en fonction de qui doit avoir accès. Donc, par exemple, les discussions que j'ai avec ma directrice d'opération, je considère que j'ai des sujets confidentiels avec elle, donc il n'y a que elle qui peut avoir accès à ces informations-là et moi. Mais on a d'autres outils collaboratifs qui sont accessibles à tout le monde. Donc ça, c'est à vous de décider en fonction de qui peut être impliqué. Donc, on a ce template-là, et donc au fil de l'eau, nous, on se voit tous les 15 jours, et donc au fur et à mesure, on note nos sujets importants dans ce document-là. On prépare en amont nos sujets, et puis on note finalement tout ce qu'on se dit, et toutes les décisions importantes sont notées. Voilà, parce que ce qui est dit, on peut l'oublier, mais au moins ce qui est noté est écrit. Et c'est un vrai temps d'efficacité. Voilà, on est efficace, on prend la décision, on traite nos sujets. Et donc, voilà, ça c'est un bon outil. Comment animer son équipe à distance. Donc là, sur une relation individuelle. Comment est-ce qu'on le fait de manière collective? Donc là, vous voyez un autre exemple de visioconférence, et donc là, on est plutôt avec Zoom. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'infogé. Donc c'est 1 heure par semaine sur lequel on a tous les salariés qui sont connectés. L'objectif, c'est de connecter l'équipe. On reste dans le champ professionnel. Je vous donnerai des exemples où on est plus dans des échanges informels, mais là, on est vraiment dans un registre professionnel. Donc, on connecte l'équipe. Ça permet de rester informés. Et je vous ai présenté au démarrage qu'on avait 3 niveaux d'activité: les lycéens, les étudiants, les organisations. Et donc, on a un enjeu à ce que l'information circule et que les bonnes pratiques circulent entre toutes les équipes. Et donc, ces temps-là, ce sont des moments de partage de l'information. C'est l'occasion aussi de célébrer les victoires et d'avoir un moment donné où chacun peut partager aussi voilà, son kiff du moment, ses victoires, mais aussi éventuellement des flops ou des difficultés qu'il a pu rencontrer pendant la semaine qui est passée. Ça dure 1 heure et donc on est en général une quinzaine sur ce temps-là. Donc la méthodologie, pareil, on est en visio, caméra ouverte, on a un template avec l'ordre du jour et en amont, en fait, chacun doit remplir les 3 sujets importants sur les domaines qui le concernent. Et ce qui fait qu'avant de se connecter, on est en lecture. Donc sur les 1 heure, finalement, on se connecte. Donc c'est le lundi de 16h45 à 17h45, mais on se connecte qu'à partir de 17h parce qu'on utilise 15 minutes en individuel pour lire tous les sujets. Et pour pas que, quand on a du temps ensemble, de redire des choses qui sont écrites. Donc, on lit tous les sujets, éventuellement on fait des commentaires et des annotations. Et puis, pendant qu'on est connecté ensemble, on a découpé le temps par pôle. Et donc, c'est séquencé par des sessions de 8 minutes, entre 5 et 8 minutes. Et donc, on gère le temps. Mais du coup, il y a 5 à 8 minutes pour faire du commentaire, pour expliciter des choses, pour partager des choses un peu plus informelles. Et ça donne un espace à toute l'équipe pour vraiment partager un peu son activité courante. Et ça permet à l'issue de cette heure-là d'être vraiment au courant de toutes les informations importantes qui concernent l'ensemble de l'organisation. Et point important, c'est que du coup, il n'y a que les salariés qui sont là. En revanche, le compte-rendu est envoyé à l'ensemble de l'équipe, et donc également les volontaires, les stagiaires, les apprentis reçoivent également l'ensemble des informations qu'ils ont
qui a pu être partagé à ce moment-là. Certains ne le lisent pas parce que ça ne les intéresse pas, mais il y en a certains qui le lisent et qui rebondissent à un certain nombre de sujets. Et en effet, on n'est pas dans du prise de décision à cet endroit-là, ou de manière exceptionnelle, mais parce qu'on n'a pas le temps, on est vraiment dans du partage d'informations. Et donc, c'est pour ça que ce temps-là arrive le lundi en fin de journée, parce que la plupart de nos temps d'équipe en individuel ou avec les managers se fait le lundi. Et donc, on est vraiment plutôt dans du partage d'informations et pas dans de la prise de décision. Et donc, tout ce qui nécessite de la discussion est reporté, parce que dès que ça dépasse le temps, voilà, c'est pas un endroit de débat, c'est un endroit d'information. Mais normalement, les débats ont eu lieu avant ce temps-là. Et un template, pardon, désolé un template, c'est un modèle. Et donc, on va dire, c'est un modèle qu'on pose. Donc, on a tous les types de sujets qui sont traités. Donc, c'est l'ordre du jour, quelque part, qui est toujours le même. Par contre, ce qui rentre dans les différentes catégories de l'ordre du jour change chaque semaine. J'espère que c'est plus clair. S'il y a quelqu'un qui a une meilleure définition du template, qui n'hésite pas à l'écrire dans le chat et la conversation. Voilà. Et donc, les prises de décision ont été prises avant ça. Et la directrice des opérations, du coup, son périmètre, il est vraiment de gérer les opérations. Donc, on s'est réparti où moi, je gère plutôt le développement et donc tout ce qui va être les relations extérieures et les nouveaux projets ou le développement, les nouveaux partenariats, l'impulsion des nouveaux partenariats et tout ce qui est de l'ordre de la mise en œuvre, donc le suivi des opérations, le suivi des programmes, le suivi des partenariats, c'est sur son périmètre à elle. Et donc, ça veut dire pour moi, même si des fois j'ai mon mot à dire sur les opérations, c'est son périmètre, donc il faut des fois que j'accepte que ça soit fait différemment de ce que j'aurais fait. Et donc, du coup, c'est sa responsabilité. Donc, moi, je suis là consultatif sur les opérations, mais c'est elle qui est décisionnaire parce que c'est dans son périmètre. Mais ça, on pourrait faire un webinaire sur les rôles, les périmètres et les responsabilités, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et un exemple de template, alors oui, je peux montrer un exemple. Du coup, j'avais fait juste sur avant. Alors, hop. Donc là, vous avez au milieu, à côté des photos, il y a marqué template. Alors, il est propre à nous, ça veut dire que c'est nos sujets, mais il y a des choses qui sont de l'ordre de l'organisation. Donc là, c'est le modèle que j'utilise avec ma directrice d'opération. Et donc, il y a une partie qui est, c'est les différents sujets qu'on doit penser à traiter quand on a notre point ensemble d'1 heure à 1h30. Et donc, ça va du management d'équipe, de la communication, de la gouvernance, des partenariats, des réseaux, des budgets. Donc ça, c'est pour le niveau de l'organisation. Et après, il y a au niveau des programmes. Donc, le programme pour les étudiants, le programme pour les lycéens. Les sujets sont là. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on va tout traiter. Par contre, le fait de s'être mis ça nous fait nous rappeler que si on a un sujet à sortir, c'est le moment de le faire. Et quand on remplit le template, du coup, pour les sujets qui vont parler du management d'équipe, on va mettre on va préciser dans la préparation qu'est-ce qu'on a besoin d'aborder sur le management d'équipe. Bon, c'est très opérationnel et concret ce que je vous partage. J'espère que c'est utile. Ouais, une trame, c'est ça, exactement, c'est une trame, c'était le mot que je cherchais. Le template, c'est une trame. Merci Christine. Alors, et les points, oui, en effet, il y avait une question, je n'ai pas répondu, mais les points hebdomadaires individuels sont en plus des temps d'équipe. Et donc là, par exemple, ce qu'on a fait avec le réajustement, c'est que j'avais des points individuels hebdomadaires qui sont passés par quinzaine, voire toutes les 3 semaines, parce que ça s'est réajusté en fonction du niveau d'activité. Mais le temps d'équipe, comme là, par exemple, l'InfoG, où c'est vraiment l'ensemble des salariés, c'est 1 fois par semaine. Et voilà. Et là, on est plutôt dans de l'échange. Et donc, c'est bien en plus. Avec plaisir pour le pragmatisme. Je suis très pratique. Donc, bon, tant mieux si ça répond bien. Il nous reste donc 7 minutes pour être dans le timing. La dernière chose, donc on a vu des choses qui sont du coup très formelles, sur en tout cas le management de l'équipe. Et je voulais vous partager quelques initiatives du coup qui est plutôt de l'ordre de l'esprit d'équipe et donc du cœur de l'organisation, de l'âme de l'organisation. Et donc ça a été des initiatives des membres de l'équipe. Alors on a une équipe qui est soudée, qui est en bonne santé. Et sur lequel il n'y a pas de conflit, en tout cas connu de moi. On a plutôt une bonne dynamique parce qu'on fait beaucoup de prévention. Et
j'attache beaucoup de temps à l'esprit d'équipe. Donc, on a une équipe en bonne santé, donc c'est facile quand c'est le cas. Et quand il y a des initiatives de cet ordre-là que vous allez voir, c'est aussi un indicateur que les gens aiment être ensemble. Première chose, ça a été du coup ce type de ça qui est assez facile à mettre en place. Ça, c'est le café virtuel. Ça remplace la discussion autour de la machine à café. Et donc là, de la même manière, c'est une fois par semaine. En général, c'est le vendredi. C'est de 13h30 à 14h pour que ça soit sur un temps personnel, non obligatoire et qui empiète un peu pas trop sur le temps de travail, mais pas non plus trop sur le temps personnel. Et c'est une demi-heure sur du volontariat. Qui a envie participe. Et alors là, il n'y a pas d'ordre du jour. On ne parle pas boulot, on ne parle pas des activités. Ça va être voilà, le livre que vous avez lu qui vous a fait plaisir, ou la série, ou la blague. Ou, voilà, on est vraiment dans de l'échange vraiment informel. Et puis, voilà, parfois, bah là, dans celui-là, il y avait 19 personnes qui étaient finalement qui étaient inscrites, 10 n'étaient pas là. En général, c'est ça, c'est une quinzaine, vingtaine de personnes sur la trentaine des membres de l'équipe. Donc, il n'y a jamais tout le monde. Et on ne compte pas, et il n'y a jamais de reproche sur tu étais là ou pas là. En fait. Voilà. Et il y en a qui n'ont pas besoin, qui n'y vont jamais. Il y en a d'autres qui ont besoin de ça et qui y vont. Mais c'est assez facile à mettre en place. Et ce qu'on a fait aussi mis en place, c'est que lors d'un café virtuel, bah, quelqu'un se déclare en disant bah, moi, j'anime le prochain. Et donc, l'animer, ça veut dire poser un sujet ou ne pas en poser, s'ils n'ont pas envie d'en poser, mais pour que l'animation soit tournante et que ça ne dépende pas toujours des mêmes personnes dans l'animation de l'équipe. Sur un autre registre, et donc on a voilà, alors on a une personne d'équipe qui voilà, aime beaucoup le yoga et qui s'est dit bah, moi je vais proposer une séance de yoga, c'est tous les 15 jours. Et donc voilà, c'est plutôt le vendredi soir et donc ça se fait en visio, ils font ça. On a quelqu'un d'autre de l'équipe qui du coup est plutôt très sportive et qui anime, pareil, qui propose des séances de sport le jeudi. J'en ai fait aucune, moi. J'arrive pas à les faire, mais voilà, qui anime 30 minutes ou 45 minutes de sport assez intense. Et voilà, et c'est des choses qu'elle faisait déjà dans les bureaux et qui finalement elle a transposé en visioconférence. Donc voilà, ça c'est des choses assez marrantes et qui sont proposées par l'équipe. Et puis après, comment Slack peut être aussi un outil aussi informel, c'est-à-dire que on a créé des canaux sur Slack qui étaient, pour ceux qui nous ont rejoints, un outil de communication interne, un forum. Et donc, il y a des canaux. Donc, à un moment donné, on avait peut-être 2-3 canaux et puis on mélangeait des sujets qui étaient les sujets importants, qui étaient les sujets professionnels, qui étaient les sujets plutôt informels. Et donc, du coup, c'était un peu un fourre-tout. On s'y retrouvait pas et les informations importantes étaient perdues. Donc là, on a créé un canal qui est important. Et donc, dans le canal important, il n'y a que les informations importantes qui circulent. Et donc, il y a un certain nombre de canaux qui sont vraiment pour les projets, mais il y a d'autres canaux qui sont plutôt voilà, informels. Il y en a un qui s'appelle Victoire. Et en effet, dès qu'il y a une victoire, un webinaire qui s'est bien passé, un feedback positif, un nouveau partenaire, bah, en fait, il est partagé sur Victoire. Et donc là, voilà, on a des hurrahs, des choses comme ça. La musique dans la peau, bah, on a je vais dire des cinéphiles, mais non, c'est pas ça. Pour la musique, c'est je me rappelle plus. En tout cas, il y en a certains qui adorent la musique et donc du coup qui partagent leur musique du moment, des clips. Un mélomane, merci. Merci Fatima. Et donc, on a des mélomanes dans l'équipe et donc on a un canal spécial pour le partage de la musique. Il y a Cultivons notre jardin qui vont plutôt être dédiés à des livres ou des choses qui sont plutôt pour nourrir voilà, la culture, l'âme ou autres en tout cas, qui sont des choses voilà, plutôt pour nourrir. Donc, c'est différent comme ça canaux et ça permet de segmenter aussi et puis chacun va en fonction de ce qu'il a envie et de son temps aussi. Challenge quotidien, ah génial. Donc il y a Camille qui partage challenge quotidien. Super. Ah très bien, je vais pouvoir proposer ça. Ouais, si vous avez d'autres voilà, pratiques, bonnes pratiques à partager, il nous reste encore quelques minutes. Ok.
Il nous reste 1 minute pour être dans les heures. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'était de prendre un petit temps, finalement, pour vous, en vous disant, OK, on a entendu, voilà, je vous ai partagé plein de trucs. Il y a certainement des choses qui vous correspondent, d'autres qui ne vous correspondent pas, des choses qui sont liées à votre contexte, à votre organisation. Mais donc, du coup, de pouvoir vous dire, OK, bah, finalement, dans ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai appris ou réappris à travers cette session? Et éventuellement, s'il y avait un truc que vous avez envie de mettre en pratique, que vous avez envie de tester, que vous avez envie d'impulser dans votre organisation, qu'est-ce que ça serait et quand est-ce que vous vous fixez comme objectif de le faire? Et donc ça, c'est vous donner 1 minute, soit là, soit à l'issue de ce webinaire, mais je trouve que c'est important d'avoir un temps pour faire le tri dans vos notes et dans ce que vous avez pu noter pour vraiment en extraire ce qui est utile et important pour vous et peut-être de le mettre dans une première action ou un premier objectif de temps. Et si vous avez envie de partager ça dans le chat, j'en serais ravi pour pouvoir aussi avoir une petite idée de ce avec quoi vous repartez. Voilà. Il est 18 h et donc on arrive au bout. Moi, je vais pouvoir rester encore voilà, 5 minutes. Si, comme ça, ceux qui ont besoin de partir tout de suite, vous pouvez le faire en étant sereine et serein pour pouvoir le faire. Et puis, s'il y en a certains qui veulent rester encore quelques minutes pour voilà, échanger ou partager des choses, on peut le faire aussi. En tout cas, merci pour votre écoute et pour ce temps-là. Merci beaucoup, Aymeric. Et tu as une question qui est remontée aussi autour de la durée passée devant les écrans. Est-ce que tu donnes à tes équipes? Non. Je veux bien si vous avez des conseils. Et c'est un vrai sujet. Alors, j'ai 2 personnes dans mon équipe qui se sont déclarées Chief Happiness Officer et donc qui, du coup, se sont appropriés le bien-être dans l'organisation et qui, du coup, envoient une fois par mois une newsletter. Alors, ce qu'elles ont fait là, sur la dernière, ça a été, par exemple, de rappeler les horaires de travail et notamment de dire, bah, voilà les horaires de travail, mais sous-entendu, il faut couper, c'est-à-dire au moment donné où c'est plus l'horaire, il faut vraiment couper. Pas dans le sens, il faut travailler, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire des moments, il faut vraiment arrêter de travailler. Mais non, on n'a pas mis en place, et je pense que là-dessus, je ne suis pas très exemplaire. Hein, donc, du coup, j'aurais du mal à impulser ça, mais ça serait bien. Mais pas que pendant le confinement. Voilà, parce on est en effet sur du service et beaucoup. Et merci pour le partage dans le chat. Ouais. Limite dans la durée devant les écrans. Bon, beaucoup de retours positifs dans le chat et des bonnes pratiques. Chouette. Trop bien. Et Asana, très bon outil. Hein. Je ne sais pas si Patricia est encore là. Il y en a peut-être un qui est plus facile, qui est Trello. Nous, on a pris Asana parce qu'il est bien sur des équipes. Après, tout dépend la taille de votre équipe. Pour des petites équipes, peut-être que Trello est plus facile. Asana est intéressant pour des équipes qui sont plus grandes, où on va avoir notamment jusqu'à 15 personnes autour d'un même projet. Du coup, Asana permet bien de le faire. Et nous, on est resté sur une version gratuite d'Asana parce qu'il y a des versions payantes qui permettent aussi voilà, une gestion de projet encore plus élaborée. Mais nous, on fonctionne bien avec la version gratuite.